Bonjour Jean-François Delfraissy. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'RMC et de BFM TV. Vous êtes infectiologue spécialiste des maladies émergentes, mais surtout depuis mars dernier, vous êtes le président du conseil scientifique et c'est vous qui êtes chargé d'éclairer les politiques, les responsables publics sur la gestion du Covid-19. D'abord, une question. Depuis hier, un décret impose désormais le port du masque dans tous les lieux clos, sous peine d'ailleurs d'une amende de 135 €. Pourquoi cette décision était indispensable maintenant? Elle était indispensable parce que ce qui est frappant depuis maintenant quelques semaines, c'est de voir que les Français ont perdu les grandes notions de distanciation et de grandes précautions. On peut le comprendre. C'est la phase d'été, on est après une période extrêmement lourde, ils ont besoin de souffler un peu, mais on est très frappé par ça. Or, cette période de fin juillet, du mois d'août en France, et pas seulement en France, on le voit dans les pays limitrophes aussi, c'est nous qui possédons notre avenir. C'est en fonction des mesures de distanciation et de précaution que nous allons prendre qu'on sera capable de finalement avoir une épidémie un peu gérée avec un virus qui continue de circuler, ou au contraire, trop de clusters et quelque chose qui serait plus difficile. Donc vous en appelez au sens des responsabilités, de la responsabilité individuelle, mais du coup ça induit la seconde question. Pourquoi ne pas avoir pris cette décision-là dès le 11 mai, au moment du déconfinement? Parce qu'au fond, ces mesures barrières, elles s'imposaient de la même manière. Il n'y a pas d'informations supplémentaires aujourd'hui par rapport à ce que l'on savait le 11 mai. Oui, écoutez, on a le conseil scientifique, moi je l'assume, on a fortement recommandé le port du masque dans l'ensemble des lieux publics, mais sans l'imposer. C'est une stratégie qu'on a depuis le début, c'est-à-dire de faire appel à la responsabilité citoyenne. Et puis, somme toute, si à un moment donné on voit que ça marche pas, eh bien là il y a une imposition et avec quelque chose qui est plus taxé. Vous voulez dire que quand c'est pas obligatoire, il y a une forme de relâchement. Dès lors que c'est obligatoire, par exemple dans les transports, la règle est parfaitement respectée. Complètement. Et je l'avais d'ailleurs bien noté que en particulier dans le métro à Paris, cette règle est parfaitement respectée. Et ce qui est intéressant, c'est que les citoyens le font respecter eux-mêmes. Quand quelqu'un arrive dans le métro et qu'il n'a pas de masque, enfin jusqu'à maintenant en tout cas. Il le signalait. Mais de nombreux médecins, des responsables politiques aussi, mais ceux-là, c'est leur avis. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'avis des médecins. De nombreux médecins disaient déjà, au moment du déconfinement, le port du masque, il y a que ça de vrai, c'est indispensable. Dans les transports, c'est bien, mais il faut aussi le porter dans les commerces, dans les salles confinées. C'est pour ça que la décision a pu paraître étonnante hier. Pourquoi ne l'avoir pas pris encore une fois avant? Écoutez, je vous le dis simplement, c'est parce que devant les faits, c'est-à-dire à la fois l'absence ou la perte en tout cas de l'ensemble des mesures de distanciation dont le port du masque n'est qu'un des éléments, mais il y a aussi le lavage des mains, il y a aussi la distanciation, les embrassades, etc. Il faut arrêter de s'embrasser. Il faut arrêter les embrassades. On a eu un mauvais exemple avec les politiques au moment du changement de gouvernement. Enfin, tout ça fait qu'à un moment donné, surtout dans une période où on voit bien que le virus continue à circuler en France, qu'il y a une série de clusters, qu'on est dans une période un peu limite et qu'on pourrait très vite basculer comme en Espagne par exemple, comme à Barcelone, eh bien c'est le moment en effet de marquer le coup juste avant cette période. Est-ce que cette décision est aussi liée aux incertitudes de la communauté scientifique sur la transmission du virus, notamment dans l'air, où on se dit, on ne sait pas exactement tout sur la transmission, le masque, il vaut mieux mettre le masque, c'est plus sûr? Oui, sûrement. Vous avez raison de le signaler, sur la transmission, je dirais qu'après 4 mois, il y a encore plein d'inconnus. Alors on a parlé plus récemment des fines gouttelettes, et c'est ce à quoi vous faites allusion, qui pourraient rester dans l'air pendant un certain temps. Et donc si elles restent dans l'air, autant mettre le masque et évidemment se protéger. On sait également qu'il y a probablement d'autres mécanismes de transmission qui ne sont pas encore bien connus. On sait enfin qu'il y a des personnes, soit parce qu'elles ont des particularités biologiques, soit parce qu'elles ont des comportements un peu spéciaux, qu'on appelle les super contaminateurs, et qui
si on associe finalement une personne qui a un comportement de supercontaminateur, plus un lieu fermé, plus un rassemblement, eh bien c'est là où on peut allumer et faire repartir une épidémie. Est explosive. Voilà. Juste une question, est-ce qu'on est sûr, cette fois-ci, qu'il y aura assez de masques pour tout le monde? Parce qu'on a beaucoup dit qu'au fond, la stratégie de l'exécutif était liée au fait qu'il n'y avait pas suffisamment de masques. Est-ce que là où on impose le masque dans tous les lieux clos, est-ce qu'il y en a assez pour tout le monde? Écoutez, je pense que oui, mais je ne suis pas en responsabilité du nombre de masques, mais je pense que oui. Je pense que j'ai entendu finalement comme vous, qu'il y avait un certain nombre, y compris de compagnies, qui s'étaient lancées dans l'arrivée de masques et qui n'en vendaient pas suffisamment. Donc il me semble qu'en tout cas pour la période de l'été, il me semble que la France a son stock de masques dans des quantités suffisantes. Ça pose une autre question, c'est que les masques, c'est quand même pas si, c'est pas gratuit, et que donc ça constitue un petit budget pour les familles les plus fragiles. Justement, pourquoi le Conseil scientifique n'a pas suggéré au fond la gratuité totale, soit sous forme de distribution gratuite, soit sous forme de remboursement par la sécurité sociale? On l'a suggéré en tout cas d'une autre façon. On l'a pas mis comme tel, mais on a depuis plusieurs avis du Conseil scientifique. Vous l'avez moins noté au niveau des médias, mais on insiste beaucoup sur les personnes les plus fragiles, les groupes les plus fragiles, les groupes les plus précaires, qui ne sont pas forcément uniquement les SDF ni les migrants. Il existe en France, surtout après cette période de Covid, des gens qui sont à la limite de la précarité, des familles qui peuvent tomber dans la précarité. Et on a beaucoup insisté pour que l'ensemble des moyens leur soient donnés et avec une forme de gratuité. Cette crise, elle a terriblement accentué les inégalités et d'ailleurs, tous les Français n'ont pas été égaux devant cette épidémie, cette maladie. Comment ceux qui ont des problèmes de fin de mois peuvent aller concrètement se procurer des masques gratuitement? Non, c'est un point fondamental. Toute crise sanitaire accentue les inégalités sanitaires. Et on l'a vu, le 9-3 était plus touché que d'autres départements. Et on sait également que les Français d'origine étrangère ont un taux de mortalité qui est plus important. Donc c'est un point qui est passé un peu inaperçu. Les Américains ont la même chose en ce moment. Les Anglais ont eu la même chose à Londres. Les populations les plus précaires sont les plus fragilisées. Et attention, parce que elles sont fragilisées pour elles-mêmes, et c'est notre devoir de citoyens et d'une grande nation de les prendre en compte, mais également pour nous-mêmes, parce que si on laisse redémarrer, par exemple, une infection et du Covid de façon plus importante dans ces populations, ça sera pour l'ensemble de la population française. Et moi, je m'en souviens, dans les années 80-90, au moment de l'épidémie de sida, le préservatif a été distribué de façon très très large, gratuitement, dans des tas d'endroits, dans les écoles, à la sortie des boîtes de nuit, dans les plannings familiaux. Il y avait des préservatifs partout. Alors, pourquoi on ne trouve pas aujourd'hui des masques gratuits dans les mairies, les préfectures, les pharmacies? C'était jusqu'à maintenant une politique d'État de considérer qu'il devait y avoir finalement une participation citoyenne à ça, sauf pour certaines populations. C'est possiblement quelque chose qui peut bouger, en fonction de... Vous avez vu vous avez des discussions avec les responsables politiques? Il faut être évolutif là-dessus. De la même façon que vous avez vu que au niveau des tests, on est en train aussi de vouloir simplifier l'accès aux tests et le rendre plus facile et totalement gratuit. On va parler des tests, mais j'insiste sur la gratuité. Vous voulez dire que vous avez des discussions avec les responsables politiques? Il n'est pas impossible que les masques deviennent gratuits? C'est en tout cas une discussion qui sera mise sur la table dans les jours qui viennent avec les responsables politiques. Très bien, c'est clair. Je voudrais qu'on fasse un bilan quand même de la situation, parce que ce décret, il est lié aussi à ça. On a vu la hausse du nombre de clusters, on est à 400 ou 500. Il y a des régions qui sont en vigilance sérieuse, je pense à la Mayenne, la Bretagne où le R0 a démarré. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'épidémie a clairement redémarré en France? Alors l'épidémie, elle n'a jamais cessé en France. Et c'est là où est l'ambiguïté. C'est son intensité qui a de nouveau progressé. Le virus, il a toujours continué à circuler, et on l'a dit d'ailleurs, qu'il continuera à circuler. On n'arrête pas. Le confinement a fait baisser de façon très importante cette circulation du virus, mais il ne l'a pas arrêté. Ce qu'on observe depuis maintenant 15 jours ou 3 semaines, c'est vraiment une série de nombre de clusters particulièrement importants. Alors, parce qu'on sait mieux les détecter, parce qu'on a les tests pour le faire, parce qu'on a les équipes pour le faire, mais pas seulement. Et très clairement, il y a des zones qui avaient été très peu touchées par le Covid et qui arrivent là, en particulier dans l'Ouest, dans le Sud-Ouest, c'était des zones qui avaient été très peu touchées. Donc ça veut dire que ça a redémarré. Et on est en effet sur une ligne de crête un peu instable. Mais vous dites que les chiffres sont pas bons, ils sont inquiétants. Les chiffres sont inquiétants.
Les chiffres sont inquiétants parce qu'ils montrent, et j'ai d'autres chiffres qui font nuancer aussi. C'est par exemple ce que me disent les cliniciens avec le nombre de malades qui de nouveau réapparaît dans les hôpitaux, pas forcément en réanimation, hein, mais qui sont hospitalisés à nouveau et en particulier en région parisienne. Et inversement, on a réouvert des lits dans certains hôpitaux. Je pense à la Salpêtrière à Paris. Mais on voit les chiffres de SOS médecins, les arrivées aux urgences. Oui, tous les indicateurs semblent. Il y a une série d'indicateurs. Et inversement, aucun de ces indicateurs non plus n'est totalement au rouge. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une ligne de crête où on voit très bien comment la France peut rester sur cette ligne de crête avec difficulté, mais pour la période des semaines qui viennent et du mois d'août, c'est ce qu'on avait un peu imaginé, avec en étant très armé, en utilisant beaucoup les tests, en entourant les clusters de façon très massive, ou au contraire, qu'on peut basculer dans quelque chose qui ressemblerait plus, par exemple, à l'Espagne, à la Catalogne, avec ce qui s'est passé à Barcelone. On est donc dans quelque chose de fragile. Il faut que les Français comprennent que rien n'est gagné, que le virus continue à circuler de façon importante, et que l'avenir, là, de notre avenir sur les semaines qui viennent, c'est nous qui le possédons. Hein. On peut pas non plus tout attendre de l'État. Je sais bien qu'on a beaucoup attendu de l'État, mais c'est nos propres comportements, notre distanciation, les mesures barrières qu'on va prendre ou ne pas prendre, qui nous conduiront à rester soit sur la ligne de crête, soit à basculer. Alors, vous avez parlé du relâchement, hein, notamment dans l'application de ces mesures barrières. Il y a, j'imagine aussi, c'est la période des vacances, les mouvements de population à l'intérieur du territoire français. Mais il y a quand même aussi l'arrivée des touristes étrangers. Moi, je suis frappé des remontées qu'on a de certains hôpitaux où on nous dit, à l'entrée dans les services, on voit arriver beaucoup de touristes étrangers ou de Français qui reviennent de l'étranger. Pourquoi les contrôles sanitaires à nos frontières sont-ils aussi laxistes? Pardon de poser la question comme ça, mais je suis allé voir dans les aéroports, on vous prend la température. Si jamais vous avez plus de 38, on vous suggère d'aller faire un test, mais on ne vous y oblige pas. Et même quand le test est positif, on ne vous assigne pas à une quarantaine. Je veux dire, dans d'autres pays, ça se passe pas comme ça, clairement. Alors, je vous rappelle, vous le savez, que la France fait partie de l'Union européenne. Et il y a donc une politique globale pour l'ouverture des frontières, que c'est l'Union européenne qui a défini un certain nombre de pays en les classant extérieurs à l'Union européenne, en les classant vert ou rouge en fonction de ce qu'on savait sur l'épidémie. Que cette carte peut changer, qu'on a évoqué, parlons-en, depuis 3 semaines, en particulier un certain nombre de pays d'Afrique du Nord, dont l'Algérie, mais ne faisons pas d'ostracisme vis-à-vis de l'Algérie, un certain nombre de personnes contaminées arrivant d'Algérie, et en disant finalement on ne sait pas exactement ce qui se passe, quel est le niveau d'épidémie, est-ce qu'ils ont la capacité à gérer. Bon. Et ça pose 2 questions. Premièrement, faut-il fermer les frontières? Alors certains le souhaitent. Le virus, il n'a pas de frontières. Depuis le début, on le dit, hein, il n'a pas de frontières. Deuxième possibilité qui paraît plus solide, c'est mettre un certain nombre de contraintes, c'est-à-dire à partir de pays qui sont signalés comme plutôt à risque, où le virus circule à un niveau plus important que le nôtre. Mais la carte peut changer. L'Espagne peut devenir un pays de ce type. Les États-Unis sont un pays de ce type. Oui, mais il y a quelque chose, pardonnez-moi, d'extrêmement paradoxal. On voit devant les laboratoires d'analyse biologique des queues incroyables de touristes qui partent à l'étranger, à qui on demande un certificat de non-contamination, et puis quand ils reviennent sur le territoire français, on leur demande rien du tout. J'y reviens, donc c'est demander à ces personnes qui rentrent. D'abord, il y a un certain nombre de pays pour lesquels les frontières sont fermées, Bien sûr. Et puis il y a un certain nombre de binationaux ou de gens qui, pour des raisons diverses, appartenaient aussi à la communauté française. Et là, c'est leur demander, d'une part, un test PCR avant de prendre l'avion, et deuxièmement, quand ils arrivent à Paris, et bien en particulier sur les aéroports. Je ne sais pas si on arrivera, là, dans les 15 jours qui viennent, à monter un test sur place. Hein, j'y reviendrai en détail et vous dire pourquoi ça va être difficile. Pourquoi c'est compliqué, on a du mal. Mais en tout cas, de pouvoir leur demander et les suivre et de pratiquer un isolement pendant quelques jours, le temps de passer un test RT-PCR comme tout le monde. Et ça va probablement se mettre en place dans les jours qui viennent. Alors, ce que vous suggérez, c'est sans test PCR, on ne remet pas le pied sur le sol français. On peut remettre le pied à condition qu'on ait, si on peut remettre le pied, parce qu'il y a un certain nombre de ces pays où c'est difficile de faire un test RT-PCR. Mais à Paris, on peut le faire. Mais par contre, à Paris, on peut le faire. Et c'est à ce moment-là d'avoir une quatorzaine, entre guillemets, en attendant le résultat de son test. Alors, pourquoi sur les aéroports, c'est difficile ?
Le rêve de tout le monde, le mien aussi, on a le droit d'un tout petit peu rêver, c'est d'avoir quelque chose avec un prélèvement qui est plus facile que le prélèvement nasopharyngé, qui est quand même quelque chose qui est pas si évident à accepter. Okay, c'est douloureux. Et donc d'avoir un prélèvement dit salivaire, et derrière ça, d'avoir à partir de ce prélèvement salivaire, un test qui pourrait donner une réponse en 1 heure ou 2 heures, qui permettrait donc d'avoir une sorte de salon d'attente. Ils sont assez fiables, ces tests salivaires ? Et alors, ces tests-là ne sont pas fiables. Ah bah voilà. Donc, contrairement à des effets d'annonce qui ont pu être faits, on ne sait pas encore la fiabilité du prélèvement salivaire par rapport au prélèvement nasopharyngé. Et deuxièmement, la fiabilité de ces tests rapides couplé au prélèvement salivaire, on ne la connaît pas. Alors, c'est pas, on me dit, mais il suffit d'évaluer. Oui, ça a été évalué, et la sensibilité de ces tests n'est pas bonne. Donc, il y aura sûrement une version numéro 2, une version numéro 3 de ces tests. On va évoluer. Je pense que d'ici fin août, on aura ces tests. Mais pour l'instant, on ne les a pas. Vous avez parlé des tests, justement, les fameux tests PCR. Pour le moment, ils sont sur la base du volontariat, d'une certaine manière. La Direction générale de la santé dit qu'on en fait 377 000 environ par semaine. On est en capacité d'en faire 700 000. Je vous pose la question franchement, est-ce que Jean-François Delfraissy, il ne faut pas dire aux Français allez vous faire tester, un point c'est tout. Non pas sur la base du volontariat, mais comme une forme d'obligation. La réponse est non pour l'instant. La réponse est surtout de fluidifier l'accès aux tests. C'est une des choses qu'on n'a pas bien réussi jusqu'à maintenant. Le conseil scientifique avait beaucoup insisté sur, quand on a un test, d'avoir un rendu des résultats, qu'on soit dans un système public ou privé, dans les 48 à 72 heures. Ça tient à peu près la route. Le rendu des tests est à peu près dans ce délai. Par contre, vous prenez un rendez-vous, j'ai essayé de prendre un rendez-vous la semaine dernière sans donner mon nom, pour un test RT-PCR, en disant que j'avais une suspicion d'eux. J'ai eu un rendez-vous à Paris, dans un très grand laboratoire, 6 jours plus tard. Je vous rassure, j'ai fait le même test ça que ne vous. la fait pas. Même réponse. Ça ne le fait pas. Ça ne peut pas marcher. Il faut donc qu'on optimise ça. Et alors, vous voyez, c'est que, en effet, devant les laboratoires d'analyse médicale, c'est que les existent toute l'année. C'est pas que maintenant. Est-ce qu'il ne faut pas, est-ce qu'il ne faut pas que les laboratoires sortent de leur mur et aillent sur la place du village, pardonnez-moi l'expression, mais aillent au plus près de ceux qui ont besoin d'être testés? On peut déjà fluidifier, avoir un accès de test, parce que parmi les gens qui attendent le matin, il y a beaucoup de gens qui ont des maladies chroniques et somme toute qui font là pour vérifier une glycémie ou autre chose. On peut mettre en priorité peut-être les gens qui souhaitent avoir un test RT-PCR, et ça et surtout que les gens veuillent se faire tester, parce que il y a un certain nombre de jeunes en particulier qui ont des symptômes et qui disent, mais somme toute, à quoi ça sert de me faire tester? Oui, je suis pas en danger. Je suis pas en danger. Et je leur dis, si ça sert à quelque chose, pour vous-même d'une part, regardez ce qui se passe aux États-Unis, où on voit en particulier en Floride, une série de formes graves chez ces sujets jeunes qui n'avaient pas de signes de facteurs de gravité particuliers, en particulier pas de grandes obésités. On commence à voir ça. Et deuxièmement, c'est aussi pour les autres. C'est votre responsabilité citoyenne, à la fois pour vos copains de pas transmettre, à la fois pour vos grands-parents de pas transmettre. Et on est toujours dans ce phénomène d'accrocher finalement nos Français à une part de responsabilité citoyenne pour les semaines qui viennent. Alors cela dit, il faut leur proposer le test plus facilement, et je dirais voir l'utilisation des tests comme un consommateur qui a envie de consommer du test, et pas seulement comme un acte médical. Et puis il y a une deuxième grande partie, et c'est la nouvelle doctrine, et on la voit en Mayenne, mais il faut qu'elle soit élargie, affinée, etc. dans les semaines qui viennent. C'est ce que vous préconisez, c'est-à-dire la question que vous me posez, le dépistage massif. Dès qu'il y a un cluster, on dépiste massivement, on fait plusieurs centaines de milliers de tests, ce qui est en train d'être fait en Mayenne, et le généraliser. D'abord, c'est important pour la Mayenne, et c'est important aussi pour le processus lui-même, pour montrer qu'on est toujours très actif et que l'ensemble du modèle tourne au mois d'août. Est-ce que, évidemment, tous les Français qui nous regardent se disent il y a le mois d'août, très bien, il y a l'été, mais est-ce que le danger, c'est pas finalement ce qui va se passer à l'automne? On regarde un petit peu ce qui se passe en ce moment dans l'hémisphère sud, notamment en Australie. Est-ce que votre inquiétude, vous, Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique, au fond, c'est pas l'été, c'est ce qui va se passer en octobre, novembre, comme une forme de résurgence d'une certaine manière? Est-ce que c'est pas ça le danger? La réponse est oui. En effet, ce virus qui n'est pas un virus grippal, donc qui n'est pas tout à fait un virus saisonnier, mais va revenir de l'hémisphère sud. Et il y a 3 scénarios. Le premier, il rentre au nord au moment de l'automne et de l'hiver, et il disparaît. C'est une possibilité.
Le deuxième, c'est qu'on a une vraie deuxième vague, qu'on traitera de façon différente, on pourrait y revenir. Et la troisième, qui est rarement évoquée, c'est qu'il rentre et que on rentre dans une sorte de Covid chronique, une sorte de maladie chronique où le virus tourne, il y a des accès, et puis ça rediminue, et qu'on est pendant une année quelque chose d'un peu chronique. Mais pas forcément avec la même intensité que celle qu'on a connue en avril ou en mai. Avec beaucoup moins d'intensité. Donc le phénomène évidemment le plus sur lequel malheureusement c'est notre hypothèse la plus probable, c'est en effet la deuxième vague, c'est-à-dire qu'on ait un vrai retour du virus arrivant du sud. Pour la période d'octobre, novembre, décembre. D'où la question du traitement. Où en est-on dans la recherche d'un traitement? On a parlé d'un médicament là, qui réduirait de 79% le taux de mortalité. Est-ce qu'on peut espérer, avant cette fameuse deuxième vague, des traitements sérieux? Alors, si on fait le point, jusqu'à maintenant, aucun traitement dirigé contre le virus lui-même n'a fait la preuve, à mes yeux, de son efficacité. Qu'il s'agisse de l'hydroxychloroquine, de l'association, du Kaletra, du Remdesivir de chez Gilead, aucun, à mes yeux, n'a fait la preuve de sa réelle efficacité scientifique. Mais je sens qu'il y a un mais. Mais, deux médicaments ont fait la preuve d'une efficacité dans les formes sévères ou graves. C'est d'une part la dexaméthasone, qui est un corticoïde, et deuxièmement, de façon très récente, ce qu'on appelle des antirécepteurs de l'IL-6 qui permettent de bloquer la réaction inflammatoire qui existe dans les formes graves. Et la conjonction de l'utilisation de dexaméthasone et d'antirécepteurs de l'IL-6 peut transformer le pronostic des formes graves, peut réduire, je dirais de moitié, par exemple, à peu près, la mortalité, morbidité. Ça, c'est un espoir, et parce que l'espoir d'un vaccin, lui, en revanche, est très très lointain. Alors ça serait évidemment un point important si on prend la décision à l'automne de ne pas reconfiner et qu'on laisse la vie s'ouvrir, et c'est ce qu'on souhaitera faire, les jeunes aller de l'avant, les écoles ouvertes, etc. Et de l'autre côté, signaler, renforcer les protections vis-à-vis des anciens et pouvoir traiter les formes graves. Sur le vaccin lui-même, il y a, vous le savez, de très nombreux essais vaccinaux qui sont en cours. Il y a énormément d'effets d'annonce en ce moment de la part des compagnies pharmaceutiques. Je dis attention pour les Français, ne croyez pas que nous avons le vaccin maintenant. Ce sont des effets d'annonce. Et on n'aura pas de vaccin avant, dans le meilleur des cas, la fin de l'année et plutôt le premier trimestre 2021, si on en a un. Merci beaucoup Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Évidemment, vous restez avec nous sur BFM TV et sur RMC.